Je sors tout juste du rendez-vous tant attendu avec le CRA. Donc après autant d'attentes pour obtenir un rendez-vous, j'ai essayé de ne pas m'attendre à grand chose parce que premier rendez-vous, ça s'est encore plus mal passé que ce à quoi je m'attendais, et pourtant je m'attendais à rien. Je m'étais préparée à rien en fait, enfin je m'étais préparée à pas obtenir les réponses que j'attendais, à pas, voilà, je me suis dit c'est un premier rendez-vous, elle va pas me faire passer les bilans tout de suite, etc. Eh ben c'est une catastrophe. Déjà pour trouver le CRA c'était un bordel sans nom, parce que le CRA adulte est fermé, et donc en fait ils reçoivent les adultes au CRA enfant qui est pas du tout dans le même bâtiment, pas du tout au même endroit. Faut passer avant ça au bureau des admissions. Sauf que du coup, il y a deux bureaux des admissions dans deux hôpitaux différents, mais qui sont plus ou moins collés, les hôpitaux, sauf que c'est pas du tout les mêmes bâtiments. Bon, bref. Donc en gros, je m'étais prévu 2h30 d'avance. Je suis arrivée devant l'accueil. Je suis arrivée devant l'accueil 3/4 d'heure avant. Donc j'ai perdu, j'ai perdu presque 2 heures juste à tourner, à trouver le bureau des admissions, à trouver le bâtiment. Bon, bref, à demander mon chemin à droite, à gauche. Donc finalement, au bureau des admissions, elle a eu pitié, elle m'a imprimé un plan, elle m'a mis au fluo le chemin qu'il fallait que je parcours, etc. Que j'ai fait à pied parce que je me suis dit que s'il fallait que je reprenne la voiture pour après trouver une place dans un hôpital où en général on ne trouve jamais de place. Bon bref, donc tout ça à pied. Et puis après encore hyper compliqué, arriver au CRA, j'arrive à l'accueil, je demande le secrétariat du CRA. Elle me demande pas si j'ai rendez-vous, elle m'indique du coup le secrétariat, super gentil la nana, sauf qu'au secrétariat elle me dit mais vous êtes passé à l'accueil du coup à dire que vous aviez rendez-vous? Ben non, c'est la nana de l'accueil qui m'a amené à vous. Elle me dit il faut repasser par l'accueil, dire que vous avez rendez-vous et vous enregistrer. Ok, donc retour à l'accueil, bon bref. Et elle me conseille du coup, en attendant mon rendez-vous, vu que j'ai 3/4 d'heure d'avance, d'aller me boire un café et de revenir après. Sauf que en fait donc je suis allée 5 minutes à pied donc à l'hôpital à la cafette pour boire un café. Sauf que en fait il y avait beaucoup trop de monde, ça m'a foutu l'angoisse, donc je suis revenue en salle d'attente du CRA pour attendre mon rendez-vous. Et du coup j'avais rendez-vous à l'admi, et à l'admi du coup la nana qui arrive et qui me dit ah mais c'est vous? Oui, elle me dit ah mais ça fait déjà un moment que vous êtes là. Oui, ça fait 3/4 d'heure. Et elle me dit oh mais j'aurais pu vous prendre il y a au moins 20 minutes, alors j'étais devant à papoter, j'avais pas compris que c'était vous. Vous m'avez pas demandé. Bon, ça commençait déjà hyper mal. Moi qui justement suis arrivée en avance pour essayer de me mettre dans de bonnes conditions, elle m'a flingué mon moral en fait direct par ces quelques petites phrases. Je pense qu'elle s'est pas rendue compte que ces quelques petits trucs en fait m'ont énormément déstabilisée. Et j'y suis allée les jambes un peu flageolantes du coup parce que je sais pas, j'ai eu l'impression d'être fautive de quelque chose, alors qu'on est d'accord que si elle est en avance, soit elle vient me chercher en avance, soit elle papote et elle vient me chercher à l'heure. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que j'étais fautive de quelque chose, et ça m'a fait perdre tous mes moyens. Arrivée dans le bureau du coup, elle s'installe avec papier, crayon, et puis elle me dit, elle me demande pourquoi je viens. Donc en fait moi j'ai été envoyée je suis allée voir un psychiatre. Alors, hop. Je suis allée voir un psychiatre du coup il y a 2-3 ans je pense, qui m'avait fait en fait une évaluation, qu'il a appelé un diag, mais en vrai c'était une... Enfin bon bref, en 2 rendez-vous du coup pour lui mon autisme était évident. Donc il m'a fait le diagnostic et il m'a fait le papier pour la MDPH, et je lui ai demandé de m'envoyer au CRA parce que je lui ai dit j'aimerais pouvoir creuser avec le CRA parce que je lui fais il y a l'autisme, mais je pense qu'il y a le TDAH, il y a les troubles anxieux, je me demande s'il n'y a pas un CED aussi, et du coup voilà, donc il m'a fait une lettre d'adressage au CRA en me disant vous passerez au CRA toute la batterie de tests pour le reste, pour les comorbidités les co-occurrences. Et sauf qu'au CRA, en fait, donc là, la nana, elle note quelques trucs. Donc j'avais tout préparé à l'avance. J'avais du coup mon dossier, j'avais tout. J'avais ce que j'avais amené chez le psychiatre, du coup, il y a 3 ans, 5 feuilles recto-verso de ce qui me semblait être des traits autistiques, en fait, tous les espèces
de handicap dans ma vie de tous les jours en fait qui me font penser à l'autisme. Et donc c'est déjà ce que j'avais donné au psychiatre. Et en fait le psychiatre il a lu ces 5 feuilles. C'est 5 feuilles doubles, et puis, enfin 5 feuilles recto verso. Et puis du coup, voilà, il m'a posé pas mal de questions. Mais pour lui c'était, voilà, sur ces feuilles tout était marqué. Donc forcément, j'ai ramené ces feuilles-là au rendez-vous. Et en fait, elle me pose des questions et puis elle a enchaîné les questions qui m'ont fait encore plus perdre tous mes moyens. Et qu'est-ce qui vous fait penser à l'autisme? Et pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et je sais pas, pourtant je m'étais préparée justement à toutes ces questions. Je savais qu'elle risquait de me les poser. Sauf qu'elle m'avait tellement fait perdre tous mes moyens. Enfin, je vais pas remettre la faute sur elle, j'avais tellement perdu tous mes moyens que du coup, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes ces questions à côté de la plaque. J'ai dû passer une demi-heure dans son bureau, je n'ai jamais sorti mes feuilles avec le pourquoi je viens en fait. Et surtout que, encore une fois, je me suis sentie hyper honteuse parce que à un moment, enfin voilà, elle me dit mais ça, pourquoi vous dites que c'est de l'autisme? Ça pourrait être complètement autre chose, je sais pas quoi. Et puis je lui dis en fait, avec le psychiatre a diagnostiqué un autisme. Et du coup, elle me dit ah, mais vous avez déjà été diagnostiqué? Ben oui, parce que quand j'ai appelé il y a 3 ou 4 ans le CRA, ils m'ont dit qu'il fallait que je passe par un psychiatre pour obtenir un diagnostic avant de venir. Une lettre d'adressage du coup d'un psychiatre. Et je fais c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai envoyé la lettre d'adressage. Pour avoir rendez-vous avec vous. Donc oui, c'est bien pour ça que vous m'avez convoqué d'ailleurs, parce que vous avez la lettre d'adressage du psychiatre. Et elle me dit, mais si vous avez déjà fait un diagnostic, vous attendez quoi de nous? En fait, que vous me fassiez passer tous les bilans et que vous confirmiez ça, et puis de voir quelles sont les occurrences. Ah mais nous on fait que l'autisme, hein. Nous on fait pas le TDAH, etc. On fait pas tout le reste. Ça, il faudra aller voir un autre centre ou retourner voir un psychiatre. Je fais moi, mon psychiatre, le problème c'est que il est parti à la retraite il y a un moment déjà. Elle me dit oui, je sais, c'est pour ça qu'on vous a convoqué. Ok, donc, et je sais pas, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois je répondais à côté de la plaque et à chaque fois je me faisais enfoncer, et ça a été mais une torture pour moi ce rendez-vous. Et du coup, surtout qu'elle me dit mais si vous avez déjà un diagnostic, nous en fait on a 900 dossiers qui arrivent par an, donc on peut pas se permettre en fait de faire un double diagnostic. Donc si vous avez déjà un diagnostic, je suis désolée, mais en fait vous êtes venu pour rien. Pardon? Et c'est là où je redis, mais je comprends pas. Quand j'ai appelé il y a 4 ans, on m'a dit qu'il fallait que je passe par un psychiatre, et là vous me dites que je suis passée par un psychiatre, donc je peux pas passer par vous. Et du coup elle m'explique que passer par un psychiatre pour une lettre d'adressage, oui, mais pas pour un diagnostic. Mais putain, vous êtes sérieux quoi? Et donc en fait elle me dit voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en demande. En plus elle m'a dit un truc du style, mais qu'on m'a déjà dit trop de fois, mais je m'attendais pas à ce que le CRA me le dise, un truc du style de toute façon vous avez pas l'air autiste, ça a l'air d'aller en gros. What? Et donc elle me dit voilà, les places qu'on a, elles sont plutôt priorisées pour les personnes qui ont besoin d'être placées en établissement spécialisé, etc. Et donc si en gros j'ai eu l'impression qu'elle me disait si vous arrivez à peu près à gérer, débrouillez-vous quoi. Mais alors c'est une blague. Et le problème c'est que moi je m'énervais pas. Au lieu de dire c'est une blague, vous foutez vraiment de ma gueule, vous m'avez fait attendre tout ça pour me dire que finalement en fait vous pouvez rien faire pour moi. Et moi j'étais complètement naïf, complètement con, complètement la nana qui a perdu tous ses moyens. Ah oui, merci, je comprends. Non mais sérieux. Et donc là je suis hors de moi de ce rendez-vous, parce que je viens quand même de me taper 1h30 aller, 1h30 retour, plus 3 heures à perdre pour essayer de trouver le bâtiment, tout ça, pour que la nana elle me dise en fait on peut rien faire pour vous parce que vous avez un diag. Mais bien sûr que j'ai un diag, je vous l'ai dit. Parce que elle m'a dit ça parce que du coup par rapport à mon boulot, je lui ai dit que je voulais créer mon entreprise et que j'étais accompagnée pour la création de l'entreprise, et je lui dis je suis accompagnée grâce au dispositif RQTH. Et grâce à la RQTH, du coup, j'ai un dispositif qui me permet de m'accompagner à la création d'entreprise. Et elle me dit, mais quel RQTH? La RQTH de l'autisme, de la MDPH. Et c'est là où elle me dit, mais si vous avez la RQTH, qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous êtes le CRA et parce que j'aimerais avoir des bilans en fait. Et c'est là où elle continue en boucle en fait. Mais vous avez déjà un diag d'un psychiatre? Oui, mais il a juste marqué un truc sur un bout de papier en fait. On n'a passé aucun test, je lui fais, ça me paraît un peu léger.
Elle me dit, bah, si la MDPH a jugé que c'était bon, ce psychiatre est très reconnu dans la région, enfin était très reconnu dans la région. Donc si ce psychiatre a estimé que vous étiez autiste, voilà, qui nous sommes, nous, pour revenir dessus? Mais alors c'est tout, du coup. Enfin, je comprends pas. Enfin, comment est-ce qu'en 2 rendez-vous comme ça, là, alors ok, il m'a posé des questions, ok, je suis venue avec toute ma paperasse, etc. Mais ça me paraît un peu léger, là. Enfin, quand j'entends certains, du coup, qui ont passé 10 rendez-vous enfin, qui ont passé toute une batterie de tests, etc. Parce que c'est pareil. Parce qu'après, elle me dit oui, mais donc donc elle me dit mais qu'est-ce que vous avez en fait comme problème? Donc je lui explique l'hypersensorialité. Parce qu'elle me dit et pourquoi vous parlez de TDAH? Bah, je lui parle d'hyperactivité mentale, du fait que j'ai un besoin de routine et que dès que je mets en place des routines, je les flingue en moins de 2 jours parce qu'il y a voilà, un agacement comme ça. Et je lui dis, parce qu'après je sais plus ce qu'elle me dit, mais bon bref, et je lui dis bah oui j'ai trouvé sur ça des informations, mais ça parle beaucoup de déficience intellectuelle, et je lui dis bah moi j'aimerais plutôt avoir des informations et puis qu'on m'accompagne en étant autiste et HPI. Il me dit mais pourquoi vous pensez que vous êtes HPI? Ben, parce que j'ai passé le test en fait. Elle me dit ah et quand est-ce que vous l'avez passé et tout, et elle me dit quel est votre score? Bah j'ai pas de score, j'ai un profil hétérogène, et elle me dit bah si vous avez forcément un score. Ben non en fait, je lui dis la neuro du coup qui m'a fait passer les tests m'a bien dit qu'avec un profil hétérogène et vu que j'ai plus de 40 points d'écart du coup entre le plus bas et le plus haut, elle m'a dit qu'en fait on pouvait pas simplement avoir un score. Et donc je dis mais si vous voulez j'ai le papier, parce elle commençait à dire mais bien sûr que si, vous devez avoir un score, etc. Sinon on peut pas dire que vous êtes HPI, bon bref. Donc je lui sors le papier et elle tourne, elle me dit ah bah ils sont là les scores. Et en fait elle voulait juste parler effectivement des scores aux 4 modules, mais moi je croyais qu'elle me demandait le score global, genre j'ai 135. Sauf que en fait elle parlait des scores des modules. Et en fait il y a un module où j'ai je crois 110 ou un truc comme ça, et elle me dit bah ça c'est à peine plus que la moyenne, et du coup et je lui dis j'ai voulu lui expliquer en fait pourquoi, et en fait elle a enchaîné et j'arrivais pas à en placer une, parce qu'en fait si j'ai 110 c'est parce que j'ai fini par poser le stylo en me disant moi j'ai plus envie de répondre, en fait je trouve que ce test est complètement con. Je sais plus ce que c'était comme test, mais un qui m'a gonflé, c'est celui avec les symboles là, qui m'a gonflé mais au possible, et en fait je me suis vénère en plein milieu du test et je voulais plus le faire, et je sais pas ce qui m'a pris en tête, j'avais oublié que j'étais en train de passer mon test de HPI je crois, et je dis là non mais moi je le trouve complètement con ce test. Et puis c'est pareil à d'autres trucs où quand elle me posait des questions ou autre, je disais mais là la question elle est complètement à l'envers. Elle me dit bah oui je sais mais c'est écrit comme ça. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait la poser la question, c'est comme ci ou comme ça, sauf que à chaque fois je perdais du temps. Il y a des réponses, du coup je voulais pas répondre à la question parce que la question était mal posée. Enfin j'ai fait ma têtue en fait, j'ai fait ma chose, et du coup ça a flingué notamment un des modules du test quoi. Et alors ça veut pas dire que j'aurais eu plus si je m'étais concentrée, mais alors là clairement en mode vénère ça marchait pas du tout. Et je sais pas, et en fait honnêtement je sors de ce rendez-vous, j'ai l'impression qu'elle me dit qu'en fait je suis pas HPI, parce que du coup j'ai un module qui est pas à 130. J'ai l'impression qu'elle me dit que je suis pas autiste parce que le diag a été fait à la va-vite par un psychiatre et que j'ai pas passé les vrais tests du CRA, sauf qu'elle veut pas me faire passer les vrais tests du CRA, que le TDAH, elle me dit qu'après, j'ai cru comprendre que du coup le TDAH ça ressemblait plutôt à du HPI, sauf que juste avant pour elle j'avais cru comprendre que j'étais pas vraiment HPI. En gros elle m'a tout flingué. Je ressors de là, je me sens complètement perdue. J'ai l'impression que que les diags, que les tests, que tout ce que je croyais, tout ce que je prenais pour acquis, c'est du vent. Et en plus de ça, je ressors et elle me dit on peut rien faire pour vous parce que vous avez déjà un diag par un psychiatre, donc en fait on n'a pas de place pour vous. Ça, ce que je peux comprendre, qu'il y a des cas bien plus urgents que le mien. Mais dis-moi que tu me prends dans 3 ans, me dis pas ad vitam aeternam, votre dossier c'est fini, il est clos et on vous prendra jamais quoi. Je comprends pas, je suis outrée. Et puis j'ai tellement attendu après le CRA, en fait tellement eu d'espoir par rapport au fait que j'allais enfin avoir des réponses, j'allais enfin avoir un accompagnement, j'allais enfin avoir quelque chose, et en fait non. Donc j'ai vu à la fin du rendez-vous qu'elle a dû voir que j'étais complètement
complètement bousillée par ce rendez-vous-là. Et du coup, elle a essayé, elle m'a donné 3-4 plaquettes, et puis elle m'a dit essayez de contacter le PCO, peut-être que le PCO de Narbonne va pouvoir vous aider. Et je lui dis le problème c'est que j'ai déjà contacté le PCO, j'ai déjà contacté le CMP et tous les deux m'ont dit qu'en fait ils faisaient rien pour les adultes autistes quoi. Il y a même le CMP du coup, mais je le raconte je crois dans une autre vidéo. Non, je le raconte pas je crois. Je croyais que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais non. Le CMP, le centre médico-psychologique, je crois, qui m'a presque raccroché au nez en me disant mais madame, vous vous rendez compte, il faut surtout pas dire au téléphone que vous êtes autiste, c'est du secret médical. Enfin, et elle m'a limite insultée du coup par téléphone parce que je lui ai dit que j'étais en grande détresse psychologique. C'est un moment où j'avais de grosses idées noires, alors qu'il fallait que j'aille chercher ma fille à l'école quelques heures après. Et je lui ai dit que que j'avais vraiment besoin d'être prise en charge par un psychiatre en urgence et forcément je lui ai dit je suis autiste et en fait je sens que là je gère plus rien du tout mais j'étais vraiment pas bien et du coup oui elle m'a je me suis fait engueuler parce que j'ai osé dire que j'étais autiste. Mais si j'étais pas autiste, j'irais voir un psychiatre normal. Sauf que là, il me faut quelqu'un qui est spécialisé dans l'autisme à l'âge adulte. Parce que sinon, ils vont faire comme ce qu'ils font souvent. Ils vont me conseiller des trucs qui ne me correspondent pas du tout, quoi. Bon, bref. Et donc le CMP, merci bien, j'ai donné. Et le PCO, je les avais déjà contactés pour ma fille. Sauf que, je sais plus pourquoi. Oui, il m'avait dit, je crois que c'est mon médecin de famille qui devait m'y envoyer là-bas. Sauf que à l'époque, on n'avait pas de médecin de famille, de pédiatre, on venait de déménager, j'avais pas de pédiatre, bon bref. Donc tout un truc. Bon bref, tout ça pour dire, parce que la vidéo est déjà trop longue, tout ça pour dire, s'il y a d'autres personnes qui regardent et qui sont dans ma situation, pitié, n'attendez pas grand-chose du CRA. Enfin, je croyais vraiment que j'attendais rien et que je pouvais pas être déçue. Eh ben si, en fait, je suis quand même ultra déçue parce qu'en fait... parce que j'ai cru comprendre que j'arrivais à peu près à me débrouiller, donc je suis relâchée dans la nature et basta en fait. Enfin, c'est surtout quand elle a appuyé sur le fait qu'en fait la priorité elle est donnée, et encore une fois je le comprends et ça me paraît évident, qu'elle est donnée du coup aux adultes qui ont besoin d'être placés en maison spécialisée, en établissement spécialisé. Ok, je comprends. Mais putain, vous êtes le centre ressources autisme, à quel moment vous me relâchez dans la nature sans rien de plus quoi, en me disant allez voir ailleurs, essayez de contacter le PCO si vous avez du bol en fait, et elle m'a dit regardez des groupes Facebook ou faites des formations pour l'autisme sur le groupe national du CRA, etc. Je fais tout ça, je l'ai déjà fait en fait, et alors en fait j'ai besoin d'un vrai accompagnement en fait, et puis j'ai besoin de savoir où j'en suis en fait, j'ai besoin de savoir je pense que déjà je pense que même avec tous les tests et tous les diagnostics possibles, j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur là qui je sens au plus profond de mes tripes, et le psychiatre l'a validé même si je trouve ça léger, que je suis autiste, mais de la même façon que quand la neuropsy du coup m'avait assuré que j'étais HPI, je me disais mais s'il faut elle s'est loupée, s'il faut elle sait pas ce qu'elle dit, s'il faut les tests ils sont pas en adéquation, mais vu qu'en plus j'ai le profil hétérogène, je me suis dit mais du coup c'est peut-être le chiffre le plus bas qui compte. Enfin bon, j'ai trouvé plein de trucs pour me dire s'il faut c'est pas ça, et je refais la même chose avec le HPI, et en sortant de ce rendez-vous c'est comme si elle venait encore plus de mettre le doigt sur tous ces doutes en fait, et je ressors en étant encore plus perdue qu'avant d'y rentrer, et je sais pas quoi faire. Donc voilà, je sais pas si ce témoignage servira à qui que ce soit. En tout cas, moi ça me permettra de garder une trace de ce qui s'est passé de ce jour-là, de la douleur que c'est encore une fois de se sentir incomprise, même par même par les gens qui sont censés être les plus habilités à m'aider, c'est-à-dire le CRA. D'où le CRA en fait, je me répète mais d'où le CRA en fait me relâche comme ça, en étant encore plus mal qu'avant d'y rentrer en fait, en ayant encore plus de questions, en étant encore plus dans le doute qu'avant d'y rentrer. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Pour moi, au bout d'un moment, c'est de la torture en fait, ce que les institutions font. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que
plus je contacte des gens pour m'aider et plus je ressors en étant dans le doute en fait, parce que c'est pareil, la psy qui me suit, les 2-3 premières séances, j'ai senti dans tout son être que pour elle c'était de l'autisme, c'était du mytho quoi. Alors bon, là on doit être sur une dizaine de séances et là maintenant elle a quand même sacrément pris en compte. Je pense qu'à force de me connaître, je pense qu'elle a eu peut-être que effectivement dans ce que je lui dis, dans ce que je lui parle du quotidien, dans mes galères, etc., peut-être qu'elle est revenue sur le sujet ou peut-être qu'elle s'est formée entre-temps sur ce qu'était l'autisme, parce que maintenant je vois bien qu'elle a plus de doute. Mais au début c'est pareil, enfin, quand ta propre psy du coup te fait comprendre que peut-être pas quoi, enfin que t'as quand même pas l'air autiste, c'est putain une psy quoi, les gars, sans déconner, merde quoi. Enfin je suis lessivée par ça en fait, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai marre de douter de moi-même, j'en ai marre de douter de tout, j'en ai marre de pas savoir où chercher et quoi chercher, parce que je pense que j'attendais beaucoup de ce bilan autiste déjà pour confirmer ça et puis voir du coup tout ce qui n'était pas de l'autisme, et donc ça vaut le coup d'aller chercher ailleurs, parce que c'est exactement comme mes douleurs au ventre en fait. Pour moi c'est que j'ai passé toute une batterie de tests, j'ai passé toute une batterie de tests, je suis allée à l'hôpital là il y a 2 ou 3 mois avec endo, colo, enfin la totale, pour voir ce que j'avais et ce qui me causait ces douleurs qui font que je me plie en deux à certains moments. Et le mec qui me disait, mais si j'ai fait une vidéo là-dessus déjà, félicitations, vous avez rien, votre côlon est en excellente santé. Ok, alors pourquoi est-ce que je me plie en deux, pourquoi je pleure de douleur à certains moments? Je lui fais, vous allez me dire que c'est encore la colopathie fonctionnelle. Exactement madame. Ok, donc je fais quoi en fait? Vous êtes bien mignon, bon, je vous laisserai aller regarder la vidéo si ça vous intéresse, mais là c'est pareil, félicitations, vous êtes en excellente santé. Ok, donc là c'est pareil, un peu félicitations, vous n'avez pas l'air autiste et vous allez vous en sortir dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être placé en institution. Ok, mais le fait que je pleure tous les jours, le fait que j'ai de plus en plus de mal à sortir de chez moi, le fait que tout me paraît insurmontable, tout me paraît ultra compliqué, que simplement prendre une douche le matin, c'est le bout du bout certains jours, que simplement s'alimenter c'est parfois une catastrophe, que des fois je mets toute mon énergie à simplement me faire cuire un œuf à la coque en me disant allez ça va, ça c'est facile à manger, tu vas y arriver, je sais pas, je comprends pas en fait, je suis dégoûtée en fait parce que je galère, parce que je souffre au quotidien, que mon quotidien et certains jours ressemblent plus à un enfer qu'à une vie, et félicitations, vous n'avez pas l'air autiste. Putain, sans déconner. Enfin voilà. Bon, ça sert à rien, je pourrais passer 20 minutes de plus à juste rabâcher la même chose et c'est absolument pas intéressant. Mais je suis... je sais pas quel est le mot, plus que blasé, plus que outré, plus que indigné, plus que... Je suis lassée en fait de cette vie, de ces institutions. Quand je dis de cette vie, je parle de cette vie en société en fait, parce que la vie est magnifique quand je suis dans de bonnes conditions, la vie est vraiment magnifique. Mais vivre dans cette société de merde là, c'est fatigant, c'est épuisant, je me sens incomprise, je me sens maltraitée, je me sens malmenée, et je pense que je me malmène moi-même aussi, parce que il y a une partie de moi qui n'arrive pas à accepter qu'il y a certaines choses que tout le monde peut faire et que toi tu peux pas faire 1% de ce qu'ils peuvent faire. Pourtant je lui expliquais que quand elle me dit mais concrètement c'est quoi qui vous pose, parce qu'elle me dit bon c'est les interactions sociales qui vous posent problème en fait. Et quand je dis mais pas que, même quand je parle à personne, je dis simplement d'amener ma fille à l'école, ça me vaut une demi-heure de pleurs derrière. Elle me dit mais de pleurs de votre fille ou de vous? De moi, j'avais envie de dire de moi connasse, qu'est-ce que t'as pas compris encore? C'est du coup de moi, juste parce que j'ai emmené ma fille à l'école et qu'il y avait des gens, ils m'ont pas parlé, je les ai pas touchés, je me suis pas approchée, juste j'ai vu des gens et derrière pendant une demi-heure je relargue. À quel moment c'est ok ça? Enfin à quel moment c'est bon bon courage madame hein. Ok, mais putain, c'est une souffrance au quotidien. Il doit bien y avoir
une façon de soulager ça sans prendre des anxiolytiques toute la journée, quoi. Surtout que je lui ai dit, des anxiolytiques, le problème c'est que je me sens complètement neuneux en fait, c'est que mon cerveau il fonctionne plus en fait. Moi j'aimerais qu'on calme mon anxiété, mais sans anesthésier le cerveau en fait. Je veux quand même être en capacité de réfléchir, je veux pas être juste comme une grosse merde sur le canapé pendant 2 heures, le temps que ça fasse un peu moins effet. Et pourtant j'en avais pris que la moitié d'un, quoi. Donc c'est peut-être parce que c'était que le premier cacheton et peut-être qu'on s'y habitue au bout d'un moment. Mais j'ai pas du tout aimé cette sensation d'avoir le cerveau sur off en fait, et de même plus être en capacité de réfléchir et de rien du tout en fait. J'étais juste une merde sur le canapé en fait. J'avais l'impression d'avoir beaucoup trop fumé en fait. Sauf que quand j'ai beaucoup trop fumé, je suis encore en capacité de me lever et d'aller chercher de la bouffe. Là, j'étais en capacité de rien en fait. Juste perdu 2 heures de ma vie. Bon bref. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là, on verra si j'en refais une autre, mais pour rien dire de toute façon, parce qu'il n'y a plus rien à dire en fait. J'en ai marre, j'en ai marre, j'aimerais pouvoir crier cette injustice au monde, sauf que ça servira à quoi? On dirait oui effectivement l'autisme a encore besoin de s'améliorer, enfin l'aide en tout cas institutionnelle, ou l'aide pour les adultes autistes a encore besoin de s'améliorer, ok, mais du coup on fait quoi? Et puis je regarde les comptes de Johanna en pyjama, ah zut, j'ai oublié son nom, une petite jeune là que j'aime bien, j'ai mes lunes en tête mais c'est pas du tout ça, bon bref ça me reviendra peut-être, qui en fait, alors je sais plus si Johanna dit ça mais l'autre le dit, qui sont effectivement passées par le centre ressources autisme et qu'elles ont passé toute la partie de test et que ça les a beaucoup aidées et que quand je vois sur certains témoignages que du coup ils ont pu accéder à des groupes d'entraide, qu'ils ont pu du coup suivre des cours d'habileté sociale, que ça leur a permis d'avoir l'AH, que ça leur a permis d'avoir la CMI prioritaire, parce qu'il y a ça aussi, si je sors plus de chez moi, c'est parce que attendre dans une file d'attente, mais même 5 minutes, la plupart du temps, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que je fais plus mes courses et que je fais les courses que au drive, parce que même s'il y a juste 3 personnes devant moi, c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'hôpital j'ai pas pu aller boire le café. Il y avait peut-être 4 personnes devant moi, mais ça plus les gens assis, plus le brouhaha, et pourtant j'avais mis de la musique dans les oreilles pour essayer de me détendre, mais c'est trop en fait. J'ai préféré repousser chemin et ne même pas prendre de café parce que c'était pas possible pour moi de faire la queue en fait. C'est des gens devant, des gens derrière, un comptoir sur un côté, une barrière sur l'autre. Non, en fait, non, c'est pas possible. Rien que d'y penser, déjà, j'ai des sueurs froides dans tout le corps, là. Et donc oui, j'estime que je devrais avoir le droit à cette carte CMI. C'est pas parce que je l'ai que je m'en servirai, mais quand je suis à bout de force, en fait, ça serait utile, en fait, pour... ça plutôt que de ne rien faire en fait, et de ne pas être en capacité de faire ce que monsieur et madame tout le monde est capable de faire. C'est que là, rien qu'à l'idée des fois de devoir faire une queue, mais même sortir à un événement, alors là clairement je ne sortirai pas la carte CMI, mais sortir à un événement social, écouter un peu de musique, dans mon village, il y a beaucoup ça en fait. Ils font plusieurs fois par an, du coup il y a des groupes de musique et puis on est en plein air, il y a des tonneaux et du coup on écoute de la musique, mais les gens sont loin les uns des autres, ça va, c'est le genre de truc auquel j'ai déjà pu sortir. Quand je suis en forme, ça se fait très bien. Mais là c'est pareil en fait, faire la queue pour un verre, faire la queue pour un sandwich, une crêpe, n'importe quoi. En fait ça m'est déjà arrivé de ne pas m'alimenter, comme aujourd'hui je me suis pas alimentée parce que du coup j'ai fait l'erreur d'avoir faim, comme beaucoup de monde, entre midi et 14h, et sauf que partout où j'ai vu une possibilité de manger, il y avait la queue, et quand j'ai voulu aller justement manger un petit bout du coup au truc de l'hôpital, il était déjà 14h30 et donc c'était fermé.
Donc il fallait se rabattre sur les sandwichs, donc il y avait la queue et de toute façon du gluten partout et donc je sais que ça m'aurait bousillé le bide. Pas l'histoire du gluten, mais je sais que quand je mange des sandwichs ça me bousille le bide et j'avais pas besoin de ça. Bon bref, trop compliqué. Puis j'ai regardé un peu, il aurait fallu faire des choix parce qu'il n'y avait rien qui me sautait à l'œil. Et faire des choix, juste choisir ce qu'on veut dans un sandwich, c'est compliqué en fait des fois. Et tout ça c'est... tout ça c'est pénible en fait, et tout ça j'aimerais des fois avoir une compensation, une reconnaissance de ce handicap, une compensation sur je vais plus au théâtre, je vais plus, alors dans des concerts bien sûr, mais ça fait très longtemps que j'y vais pas, mais juste en fait aller regarder une pièce de théâtre ou aller écouter de la musique à un concert, j'y vais pas parce que pour la pièce de théâtre, des fois c'est 50 personnes devant soi à la queue, que ça soit pour entrer dans le théâtre, que ça soit pour faire valider son billet, que ça soit... à chaque fois que j'ai essayé de me forcer, de retourner dans des trucs comme ça, à chaque fois en fait c'était super compliqué. Et ça va parce que j'y allais pas seule, j'y allais en étant accompagnée souvent. Et donc la personne en général, je lui explique souvent, de toute façon si je sors c'est forcément avec des gens qui savent que je suis autiste. Et donc elles savent qu'il faut surtout que personne me touche. Donc ils ont tendance à me dire attention, il y a quelqu'un derrière toi qui se rapproche beaucoup, je te préviens pour que tu ne sois pas surprise s'il y a un contact physique, parce que le pire des trucs qu'on peut me faire, je crois, c'est me frôler par derrière sans que je sois au courant. Je prends ça comme... Je vais employer un mot qui est beaucoup trop fort par rapport à ce que je ressens, mais pour moi c'est un viol, c'est un viol de mon espace physique. La personne m'aura embrassé de force, c'était la même quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui me frôle ou pire qui me touche par derrière dans une queue, alors que je me suis pas préparée à l'avance parce que je m'y attends pas. C'est horrible. Donc voilà, les personnes avec qui je sors savent qu'il faut forcément me prévenir si y a un risque de contact physique et si elles ne peuvent pas se mettre entre la personne et moi. Mais même un sac à main qui me touche, parce que des fois il y a des nanas qui sont à 50 cm, 1 mètre de distance, mais qui bougent leur sac à main. Mais ça c'est pareil, mais ça me fait vriller. Je pense que je serais capable de faire une crise juste parce qu'il y a un sac à main qui m'a touchée. Pour peu que ça recommence encore et encore. Mais du coup, soit j'essaye d'expliquer à la personne de se pousser, sauf que souvent c'est hyper mal pris. Et puis en général, quand j'en ai marre, je sais pas le dire gentiment en plus. Soit il faut que je bouge, mais il y a des fois où tu peux pas bouger en fait, où t'es pris entre plusieurs gens. Et voilà, rien que d'y penser là, je me sens pas bien et je suis presque à suffoquer. Et du coup, je sors plus en fait. Alors que écouter un peu de musique ou regarder une pièce de théâtre, on est assis, il n'y a pas, moi ce qui me pose problème c'est les mouvements de foule, mais il n'y a pas trop de mouvements de foule en général, surtout si j'arrive 1 heure avant, et donc parce que le problème c'est que les portes des théâtres hautes n'ouvrent pas forcément 1 heure avant, mais en général j'essaye d'arriver suffisamment à l'avance pour pas avoir à être prise en plein milieu de la queue, pouvoir rentrer vite, etc. Là clairement il me faudrait une carte mobilité en fait, parce que c'est ça où je sors plus en fait, et c'est ça où je fais plus rien. Et donc c'est compliqué quoi. Mais ne serait-ce qu'aller s'acheter des fringues, ou de toute façon j'achète quasiment que sur internet, mais des fois il faut rendre les fringues en magasin, mais là c'est pareil en fait, il y a 3-4 personnes devant, je retourne dans la voiture et je me fais avoir et j'essaye de mettre les fringues en vente sur Vinted parce que des fois c'est trop quoi. Bon bref. Donc c'est pour ça que je fais super attention aussi à où est-ce que j'achète les fringues pour pas avoir à les rendre en magasin et pouvoir faire un renvoi du coup gratuit par la poste. Mais là j'ai acheté à Rouge-Gorge parce que ils font des super vêtements avec brassière intégrée, etc. Et sans couture. Et en fait ces vêtements me conviennent bien une fois que j'ai rempli les étiquettes, etc. me conviennent bien parce qu'il n'y a vraiment aucune couture. Le tissu est ultra doux. Et du coup ça me permet, je peux porter ça toute la journée sans avoir besoin de me changer en cours de journée. Et qui font d'autres brassières sans couture qui sont vraiment très bien, mais le problème c'est qu'il faut rendre le truc en magasin et des fois il y a des gens devant, en plus du fait que c'est un magasin quoi. Bon bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est là où pour moi c'est pas parce que j'ai la carte que je vais l'utiliser. Par contre ça me permettrait un peu plus facilement de me dire allez, je vais faire l'effort de sortir de chez moi, et si je suis suffisamment en forme, je ne l'utilise pas, et si je suis déjà au bout de ma life parce que ça a été compliqué de se garer, parce que si, parce que ça, parce que machin,
Ou parce que les gens sont dissipés ou que la queue est mal gérée, parce que des fois la queue est mal gérée et c'est pas les gens un derrière l'autre, des fois c'est un attroupement avec 5 personnes et donc vraiment on a des gens sur les 4 côtés et ça c'est absolument impossible. Je préfère encore une fois rebrousser chemin et tant pis si je vais pas à la séance quoi. Bon bref, donc pour ces trucs là, j'aimerais bien avoir la carte. Et là donc je dois monter mon cabinet, mais j'aurais déjà dû monter mon cabinet en avril et puis finalement ça repousse parce que je me sens tellement fatiguée que j'arrive pas à le monter, parce que l'entreprise qui me suit pour monter le business plan, pour créer l'entreprise, je sais pas, il faut que je leur écrive un mail d'ailleurs parce que je me sens absolument pas suivie en fait. C'est pour moi, il me cause des angoisses sur angoisses. Je suis pas à l'aise avec l'administratif et il me demande encore et toujours plus d'administratif et de remplir le business plan et je comprends pas les consignes qu'il me donne. Et quand je fais le travail, j'ai l'impression que la nana, je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, elle détruit la moitié de ce que j'ai fait en changeant des trucs, en mettant des trucs qui me conviennent pas du tout. Mon chiffre d'affaires, du coup, j'avais fait tout le planning des rendez-vous, du coup des différents avec les différents produits que je propose, du coup des différents rendez-vous, et donc j'avais fait le planning première année, deuxième année, troisième année, d'un truc qui me paraissait cohérent, etc. Et en fait elle m'a tout flingué après la séance d'après, du coup je lui fais regarder tout ça, elle valide, il faudra vraiment que je fasse une vidéo rien que là-dessus, mais je lui fais tout regarder, elle valide, elle me dit que c'est plutôt bien, etc. La séance suivante, elle avait tout enlevé, elle avait complètement changé les trucs, ça me correspondait plus du tout, elle mettait des chiffres qui pour moi n'étaient clairement pas faisables en fait, sachant que du coup j'ai ma fille, donc en fait même si je la mets à la garderie, je bosse de 9 à 17, mais qu'il me faut au moins une demi-journée ou une journée de repos dans la semaine en plus du week-end, qu'il faut du temps pour l'administratif, pour faire les factures, pour faire la comptabilité, etc. Du temps sur les réseaux sociaux. Bon bref, elle m'avait plein d'axes du coup l'agenda. Sauf que il n'y a plus d'administratif, il n'y a plus de réseaux sociaux. Pour elle, ça va, 1 heure d'administratif entre midi et 2. Mais entre midi et 2, meuf, je mange en fait. Je vais pas me caler sur les factures entre midi et 2. Enfin, et puis moi je me suis calée du coup une demi-heure de repos, voire de sieste. Après le repas du midi, avant de faire le client suivant, parce que je peux pas juste les enchaîner, je me sens pas en état de faire ça. Mais c'est pareil, ça, c'est comme si j'en avais pas vraiment besoin. Si, j'en ai besoin en fait. Tu peux pas me supprimer cette demi-heure-là. Enfin bon, bref. Et en fait, c'était rentabilité. Mais t'as oublié que j'étais autiste ou pas en fait? Enfin, je peux pas faire du 70 heures semaine. Et en fait, elle avait essayé de me caler les 35 heures autant que possible. Sauf que moi, dans les 35 heures, j'y avais prévu les réseaux sociaux administratifs et tout ça. J'avais pas compris que c'était pour elle 35 heures de rendez-vous et sur les week-ends me prendre l'administratif et les réseaux sociaux et gérer les mails et tout ça. Mais à un moment j'ai une vie de famille en fait, à un moment j'ai ma fille, je fais quoi? Je la colle devant la télé pendant 3 heures le temps de faire ma compta? Non, enfin bon bref. Donc ça m'avait bien gonflé aussi. Et tout ça pour dire quoi? Oui, pour dire qu'elle me cause des angoisses parce que là, après 10 rendez-vous, après 9 rendez-vous, elle m'annonce, du coup, ça c'était le rendez-vous de mardi, elle m'annonce que, donc je demande l'aide de la GFIP pour la création d'entreprise. Elle me dit, mais là, l'aide, c'est sûr qu'on l'aura pas parce que, et du coup, la première année, je suis à 10 ou 12 000 euros de chiffre d'affaires, donc pas beaucoup, mais je me lance en tant que psychanalyste. Le temps que le bouche à oreille fonctionne, que ma pub fonctionne, etc. C'est quand même des séances à 60 euros, 90 pour la première qui dure 1h30. Oui, je pense que plus que 2 clients par mois, 2 nouveaux clients par mois la première année, c'est compliqué. Et après, ces gens-là vont peut-être pas revenir toutes les semaines, surtout avec la façon dont moi je vois l'accompagnement, c'est ils viennent 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, mais pas plus en fait. L'objectif c'est que j'arrive à leur donner les pistes pour être un peu autonome et pas avoir à lâcher 300 balles par mois en fait dans mon cabinet. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif c'est s'ils en ont besoin la première année 1 fois par mois, tant mieux, et après ils reviennent tous les 3 à 6 mois parce que j'espère bien leur avoir donné les pistes pour être complètement autonome, voire quasiment complètement autonome et être juste une main tendue sur laquelle ils n'ont pas besoin de s'appuyer, à part si vraiment ils trébuchent et que la vie devient trop compliquée quoi. Mais voilà, et elle était partie sur 2 nouveaux clients par semaine la première année, mais jamais de la vie je vais en avoir 2 par semaine. Enfin, alors peut-être que si, mais j'y crois pas trop. Et puis après, je les cale comment dans mon agenda si j'en ai 2 nouveaux par semaine?
qui en plus reviennent après régulièrement. Enfin, à quel moment je cale tout ça dans mon agenda? Donc c'est possible parce que du coup c'est ce que j'ai envisagé pour la 3e année à peu près. Mais la première année, il y aura forcément beaucoup plus de communication, beaucoup plus de réseaux sociaux, beaucoup plus de tout ça à caler. Bon bref, le temps que tout s'organise. Et bon bref, voilà. Et donc là en fait elle m'a annoncé mardi que 12 000 € de chiffre d'affaires la première année, je ne peux pas en vivre, donc on ne peut pas demander l'aide. Et elle me dit il faut un minimum elle me dit 23 000 € de bénéfices. Donc elle me dit il faut toucher au moins les 30-32 de chiffre d'affaires. Mais meuf, c'est ce que j'ai prévu pour la 3e année. Comment, dès la première année, je peux faire ça? Je lui dis, j'ai regardé les chiffres dans tous les sens. Je vois pas comment c'est possible, 30 000 de chiffre d'affaires dès la première année. Je fais pas de revente de matériel, c'est uniquement de la prestation de service. Je pense pas que c'est possible. Ah du coup, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire la demande. Mais tu me dis ça maintenant, alors que ça fait 9 rendez-vous qu'on a, que j'ai passé je sais pas combien de vingtaines d'heures. En tout, on a dû passer 100 heures sur ce putain de business plan, uniquement pour demander de l'aide, parce que je n'ai pas besoin d'un business plan, c'est pas pour demander de l'aide, l'aide à GFIP, pour qu'à la fin tu m'annonces que du coup on ne peut pas demander l'aide. Mais c'est du foutage de gueule. J'ai 10 rendez-vous donc de suivi, j'ai 10 rendez-vous. Au 9e, elle m'annonce qu'avec un chiffre d'affaires comme ça, on ne peut pas demander l'aide. Sachant qu'au premier rendez-vous, je suis venue avec un business plan que j'avais fait grâce au site BPI, avec ce chiffre d'affaires là, parce que tout ça je l'avais déjà fait. Et elle n'a jamais tiqué de rien du tout. Voilà, ça me saoule ça aussi. Et du coup, donc là il va falloir que je fasse un mail en fait pour essayer de lui expliquer, sans la traiter complètement d'incompétente, mais essayer de lui expliquer qu'en fait je suis pas du tout contente de son suivi. Et qu'en fait, pour moi, elle me cause des crises d'anxiété incroyables parce que j'angoisse énormément avant chacun de nos rendez-vous. Parce que je sais qu'elle va avoir détruit une partie de mon travail, qu'elle va me demander de refaire des trucs qu'on avait déjà validés les séances précédentes. Parce que pour moi, tout ce chiffre d'affaires, on l'avait déjà validé. En fait, tout ça, elle l'a déjà vu, elle n'avait pas tiqué, donc c'était validé. Bon, bref. Donc je suis dégoûtée. J'ai l'impression, franchement, mon quotidien est ultra difficile. Et je vous avoue qu'il y a des jours où je me dis, mais heureusement que j'ai ma fille qui est là. Parce que c'est pour elle, en fait, que je m'accroche à la vie et que je m'accroche à continuer à avancer. Parce qu'elle serait pas là, mais je sais pas comment je sortirais de ma couette le matin en fait. Enfin, je vois pas comment j'arriverais à avancer dans ma vie si ma fille était pas là et si du coup le but de mes journées c'était pas d'essayer de lui apporter une vie agréable et épanouissante autant que possible. Je pense que je sortirais plus de chez moi si j'avais pas d'enfant, parce que je suis obligée de sortir de chez moi parce qu'elle est là et donc il faut que je la nourrisse, il faut que je l'amène à l'école et il faut que je l'emmène des fois au parc et il faut que je la stimule et voilà, enfin faut qu'elle ait une vie épanouissante. Mais si elle n'était pas là, je pense que je sortirais plus de chez moi, je me ferais livrer les courses à domicile et je serais au fond de mon lit et basta en fait. J'habiterais sûrement dans un 20 mètres carrés histoire que ça me coûte pas cher et de pouvoir survivre avec le RSA et en attendant la fin de mes jours, je sais pas. Enfin, bien sûr que non, parce que je m'appuierai sur mes intérêts SP comme je l'ai toujours fait avant d'avoir un enfant, mais tout ça pour dire que d'un côté, heureusement qu'elle est là, parce que c'est grâce à elle que je m'accroche à la vie et que j'essaye d'avancer et d'aller mieux, etc. et de ne pas avoir trop d'idées noires. Et en même temps, elle serait pas là, peut-être que j'aurais pas autant d'idées noires aussi, parce que je serais moins épuisée, moins surstimulée au quotidien, que je pourrais m'occuper un peu plus de moi que juste de ma fille, parce que là j'ai l'impression quand elle est là elle est retournée chez son père, mais j'ai l'impression que quand elle est là, je m'occupe beaucoup d'elle, et que quand je m'occupe pas particulièrement d'elle, mine de rien, entre le bruit, l'agitation, son côté très tactile, etc., parce que c'est un enfant de 4 ans, qu'en fait j'ai déjà épuisé toutes mes forces. Il est 9h du matin, j'ai déjà épuisé toutes mes forces la plupart du temps, et donc après je me mets en mode survie pour continuer à avancer dans la journée, et j'essaye de garder le sourire parce que je vais pas passer ma journée à pleurer devant elle, même si ça m'arrive et que bon, on en a déjà beaucoup discuté, et elle sait que c'est que du relargage, de la même façon que en fait elle sait que comme ses crises de pleurs à elle, quand elle doit relarguer parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est frustrée, parce qu'il y a un truc qui va pas, parce que j'ai ouvert son pot de compote alors qu'elle le voulait fermer, ou qu'il est fermé, qu'elle pleure parce qu'elle voulait que je l'ouvre mais elle me l'a pas demandé, enfin bon bref, tous ces trucs d'enfant que en tant qu'adulte, moi c'est pareil.
des fois je pleure parce que ça me va pas, parce que je suis frustrée, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai juste envie de me poser et que c'est pas possible. Et donc ça, elle le sait. Et en fait, j'essaye vraiment de lui faire comprendre que 4 ans ou 37 ans, même combat, et qu'en fait, j'ai juste appris à mieux gérer mes émotions, mais que moi aussi, je fatigue, moi aussi, je relargue, moi aussi, il y a des moments où tout est trop dur, et c'est ok en fait. C'est ok pour elle, c'est ok pour moi, et que garder ses émotions enfouies, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Bon, du coup, la vidéo a été un peu longue, c'est que j'étais partie que pour vous parler du CRA, et puis je vous ai parlé de plein d'autres choses. Mais j'en avais besoin. Ça rend l'heure et demie de route retour un peu moins pénible aussi, du coup, de sortir un peu tout ça, de pouvoir vider un peu mon sac, parce que j'ai l'impression que j'ai pas grand monde avec qui je peux le vider. Je peux aussi, j'ai des gens à qui je peux en parler, mais et qui sont dans l'empathie, mais qui comprennent souvent pas à quel point c'est compliqué, et qui des fois cette empathie fait un peu du style ouais, je sais, ma pauvre, j'imagine à quel point c'est compliqué, mais ça va aller, tu vas t'en sortir, cette semaine tu vas pouvoir te reposer parce que ta fille est pas là, en oubliant complètement qu'en fait j'ai 50 milliards d'autres choses à faire bien plus importantes que me reposer. Non, alors on est d'accord, il n'y a rien de plus important que se reposer quand on est à bout, mais je pourrais passer des années à me reposer, j'ai l'impression, et il faut que les choses avancent, et que ma fille n'est pas là pendant une semaine là, une semaine maintenant, on est déjà lundi et je la récupère dimanche matin, mais donc pendant 5 jours là, et qu'en fait j'ai déjà annulé quasiment tous mes rendez-vous, tout ce que j'avais prévu de faire, tous les amis à voir, la famille à voir, j'ai déjà tout supprimé, tout annulé pour pouvoir me reposer. Mais le problème c'est que la maison, elle est toujours en travaux, elle est quasiment dans le même état que l'été dernier, parce que ça fait 1 an que j'arrive pas complètement à m'y mettre, que j'ai mes formations qui m'ont pris beaucoup de temps, que j'ai la création d'entreprise qui est toujours pas créée, qui m'a pris beaucoup de temps, que j'ai mine de rien mon enfant qui m'a pris beaucoup de temps, et que je misais énormément sur cet été où j'ai pas ma fille une semaine sur 2, et donc une semaine sur 2, je peux avancer sur les travaux de la maison, sur le tri. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai déménagé et que j'ai des cartons de déménagement qui ne sont toujours pas ouverts, qu'il va falloir que je trie. Alors l'avantage c'est que je sais que 90% de ce qu'il y a dedans va pouvoir dégager, parce que si j'en ai pas eu besoin pendant 1 an, sauf qu'une fois que je vais mettre le nez dedans ça va être compliqué, mais bon, je vais essayer de faire du tri par le vide, et donc tout ce dont j'ai pas eu besoin pendant 1 an, il faut que ça dégage. Donc soit je vais donner une grosse partie et je vais vendre ce qui a vraiment de la valeur, et puis dégager quasiment tout le reste, parce qu'effectivement ça me prend de l'espace dans la maison inutilement. J'ai une super suite parentale que j'aurais aimé transformer en chambre d'amis, soit chambre d'amis, soit B&B, enfin les deux en fait, et là qui est remplie de cartons, de matériaux, de planches de bois en attente pour faire les étagères, de pots de peinture, parce que j'ai peint 2 chambres dans ma maison et une salle de bain, mais j'ai toujours pas fait la cuisine, toujours pas fait le salon. Donc en fait ça fait 1 an que je vis dans une maison où il n'y a qu'une couche d'après sur les murs, avec pas mal d'enduit pour réparer les fissures, que ça n'a pas été poncé, que du coup maintenant depuis 1 an il faut poncer, il faut que je lave les murs, et que je passe vraiment la couche de peinture un jour en fait, mine de rien. Et en fait tous ces trucs là, si je les fais pas cet été, je les fais quand franchement le faire comme ma fille à l'école c'est compliqué. Et puis une fois qu'elle sera à l'école, il faut que je finisse mes formations, j'ai toujours pas fait le mémoire de fin de formation. Et puis voilà, encore une fois, il y a la création d'entreprise qui arrive. J'ai des ateliers que j'ai commencé à créer, que j'aimerais bien pouvoir mettre en place en fait pour commencer déjà à me faire la main. J'ai une association de famille monoparentale que j'aimerais bien créer. En fait, j'ai plein de projets à partir de septembre. Et donc là, cet été, je m'étais dit, cet été, c'est uniquement pour les travaux de la maison et le tri, et essayer d'avoir une maison rangée, en ordre, parce que tant que j'ai pas fait la peinture, j'installe pas les étagères au mur, sauf que tant que j'installe pas les étagères au mur, du coup j'ai pas les rangements, et donc je peux pas vraiment sortir ce qu'il y a dans les cartons, et en fait c'est un cercle sans fin, c'est le serpent qui se mord la queue, et du coup c'est très pénible. Bon bref, allez, je vais m'arrêter sur ça. J'arrive dans une demi-heure à la maison. De toute façon là je vais me poser avec un livre, et parce que je suis clairement plus en état de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Le temps que j'arrive il sera 6h, 18h, donc de toute façon
voilà, ça sera clairement, je vais rien pouvoir faire. C'est pareil quand je me dis qu'à l'extérieur, du coup, avec toute la canicule qu'il y a eu, ben en fait j'ai plein de plantes qui sont en train de crever et qu'il faut que je rempote, et que certaines que je plante en terre, d'autres que je rempote, et qu'en fait elles sont en train de crever parce qu'elles sont, il y en a certaines, je les ai juste mis dans des petits trucs en plastique alimentaire là, des plantes qu'on m'a données, par exemple des couvre-sols, des choses comme ça, j'ai juste mis là-dedans vite fait, sauf qu'elles baignent dans une poignée de terre, et elles sont toutes en train de crever forcément, parce que il faudrait que je les mette en pleine terre, sauf que chez moi c'est un sol hyper argileux avec énormément de cailloux, et donc en fait il faut que je sorte la bêche, et il faut que je creuse, et donc il faut que j'aille acheter du compost pour mettre, enfin du terreau, pour mettre du terreau du coup dans le trou, pour éviter que, parce que forcément les rares fois où j'ai juste remis l'argile, une fois que l'argile est séché, la terre elle crève, hein, parce que, la plante elle crève, parce que forcément il n'y a plus un pet d'eau qui arrive à ruisseler dans le sol, l'eau reste juste en espèce de flacasse au-dessus, et donc en fait la plante elle tient pas, donc je sais qu'il faut que je mette du terreau, sauf que pour ça il faut que j'aille acheter du terreau, donc il faut que j'aille au magasin acheter du terreau, et en fait quand je pense à tout ça, je me dis pas beaucoup trop de trucs. J'aimerais en profiter pour faire un vrai gros coup de ménage aussi dans la maison, parce que passer vite fait un coup d'aspirateur quand j'arrive à trouver l'énergie, ça suffit pas. Surtout dans la chambre de ma fille, j'aimerais vraiment pouvoir faire un gros ménage, laver ses draps, vraiment aérer le matelas, lui monter, parce que je lui ai toujours pas monté sa bibliothèque pour qu'elle puisse y ranger ses livres, tout ça en fait pendant qu'elle est pas là. Et en fait rien qu'y penser, je suis fatiguée. Bon bref, tout ça pour dire, je sais pas. Je pense que je fatigue, j'ai beaucoup parlé, la vidéo est extrêmement longue, j'aurais dû la couper en deux, mais c'est pas grave. Et voilà, donc tout ça, voilà, c'était un témoignage un peu coup de gueule, et puis voilà, je m'attends pas à ce qu'il y ait qui que ce soit qui arrive jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais comme toutes les vidéos que je tourne, de toute façon, je le fais d'abord pour moi, et parce que ça me fait du bien d'exprimer tout ça. Et peut-être qu'un jour, ces témoignages serviront à quelqu'un. Allez, je vous fais des bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.